Donc, je suis Florent Lacasse, rédacteur en chef de Bâti Actu. Je suis ravi d'être avec vous pour animer cette section de la matinée de table ronde. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup parlé de neuf finalement dans l'autre conférence. On va aborder un sujet au moins aussi important qui est celui de la rénovation énergétique dans un premier temps. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Franck Hanamayer, président de Sonergia, Thomas Lefebvre, vice-président Data et Science de Aviv Se Loger, et enfin Thierry Marchand, administrateur de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM. Bonjour messieurs, on peut les applaudir. Merci. Donc rénovation énergétique, pour peut-être cadrer un minimum les échanges, on peut rappeler que l'objectif c'est d'avoir un parc BBC en 2050, donc ça c'est le cadre général, bon jusqu'à nouvel ordre, après on verra bien si ça évolue ou pas, espérons que non. Il y a aussi, on peut rappeler également que c'est vraiment la rénovation globale évidemment qui donne les meilleurs résultats, que ce soit par étape ou d'un coup. Et également on va aussi en parler, il y a eu des mesures quand même de plus en plus contraignantes avec les années, avec notamment le calendrier climat et résilience, c'est-à-dire l'interdiction à la location des passoires thermiques qui est déjà entré en vigueur et qui va se renforcer petit à petit. On peut également rappeler qu'il y a eu une réforme de MaPrimeRénov' donc qui a été avortée. D'ailleurs, on va commencer par... je rappelle aussi, j'aimerais bien faire un petit tour de table législative à la fin de nos échanges. Donc si on peut être bien efficace et dynamique et avec des prises de parole mesurées, ça nous permettra d'avoir un peu de temps à la fin. Je pense que ça intéresserait aussi, parce que c'est quand même l'actualité d'aujourd'hui. Donc je reprends, oui, sur MaPrimeRénov', on va commencer par là, puisqu'il y a eu donc cette réforme qui devait se focaliser sur les rénovations d'ampleur, donc multigestes, finalement qui a été détricotée assez rapidement. Je vais me tourner tout d'abord du coup vers vous, monsieur Hanamayer. Comment vous analysez ce retournement? Il y a eu une réforme qui était très ambitieuse au départ, et puis voilà, en mai, qui a été réformée dès le mois de mai pour rétablir un peu de monogeste. Et est-ce que vous voyez déjà des conséquences, et je m'arrête après, je vous laisse la parole, est-ce que vous voyez des conséquences de ce retournement de mai? Est-ce que les monogestes sont repartis depuis? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Franck Hanamayer, je suis le président de Sonergia. On a un délégataire au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie et mandataire pour MaPrimeRénov'. Du coup, oui, pour répondre à votre question, déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est franchement, la réforme de MaPrimeRénov' est une réforme extrêmement intelligente, en tout cas sur le papier. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle a été menée un peu trop vite. On a voulu, en quelques mois, révolutionner le monde de la rénovation énergétique et notamment le financement, et ça a été fait infiniment trop vite. Même un conseiller qui a été jusqu'à nous dire quelques semaines avant le lancement qu'il était probable en effet qu'ils se trompent, mais qu'ils iraient jusqu'au bout, et on a vu que ça a mené à une réforme de la réforme au 15 mai. Les conséquences de cette réforme des aides de l'ANA, c'est quoi? C'est moins 40% de travaux en monogeste et des travaux, comme vous le disiez Florent, en multigeste, enfin en rénovation d'ampleur, qui ne sont pas non plus au rendez-vous. Donc en effet, les conséquences, c'est vraiment un manque de confiance, un nouveau stop and go qui a généré un manque de confiance dans la rénovation énergétique et dans le financement des professionnels et des ménages. Voilà, depuis le 15 mai, on voit une petite vaguelette qui reprend, et on a très peur parce qu'on n'a pas encore les conditions qui sont appliquées au 1er janvier 2026 et on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas si cette vaguelette va se transformer en septembre en vague, ou si les particuliers et les professionnels, sans avoir de visibilité sur 2026, vont finalement pas faire les travaux. Sur cette réforme, j'avais souvent entendu, et c'est un peu mon avis aussi, c'est qu'elle avait été probablement pensée par rapport à ce calendrier d'interdiction des passoires thermiques à la location, dans la mesure où, notamment aussi en rétablissant des monogestes, elle peut permettre dès 2025, c'est l'année prochaine, donc c'est l'interdiction des logements classés G, de ceux qui restent, puisque les G les plus polluants étaient déjà interdits à la location. Là, ça peut permettre, en rouvrant les monogestes, de permettre à des gens de passer peut-être de G à F et on va dire de sauver l'année prochaine et jusqu'à la prochaine échéance. Je vais me tourner vers Thomas Lefebvre. Qu'est-ce que vous êtes bien placé pour voir quelles sont les conséquences progressives de l'entrée en vigueur de ce calendrier climat et résilience? Justement, qu'est-ce qui a changé principalement de par cette évolution?
Bonjour à tous. Alors déjà, ce qui a changé, c'est que le DPE est devenu un vrai critère de valorisation dans les prix. Il y a quelques années, 10 ans, tout le monde s'en fichait un peu du DPE. Personne ne regardait ça. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai critère de valorisation et on le voit dans les prix. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va prendre le même logement qu'on va vendre dans la même ville, dans le même quartier, entre un logement qui est classé avec un DPE G, qui est le plus mauvais, et un logement qui est classé D, on va avoir une décote de prix qui est de l'ordre de 16%. Ce qui commence vraiment à être important, et cet écart s'est vraiment creusé ces dernières années. Encore une fois, il y a quelques années, on s'en fichait, ce n'était pas vraiment discriminant. Aujourd'hui, on le voit, et de plus en plus, cette décote qui est de plus en plus importante, et c'est une réalité sur l'ensemble du territoire français. C'est ce qu'on appelle la valeur verte. Voilà, merci. La valeur verte, ou voire même plutôt une décote énergétique, puisque la valeur verte, elle est connue depuis longtemps. Évidemment, on va payer plus cher pour habiter dans les logements neufs, qui sont classiquement les mieux notés énergétiquement parlant. Et ça n'a pas vraiment évolué depuis 10 ans. C'est toujours le même surplus qu'on va payer, et c'est normal. Par contre, cette décote énergétique, elle s'est vraiment creusée ces dernières années à mesure qu'on avance dans le calendrier législatif, et c'est évidemment pas terminé. Oui, puis je pense que la crise énergétique a forcément joué, puisque comme vous connaissez à l'avance peut-être une estimation des factures que vous allez avoir dans votre futur logement, vous êtes probablement plus attentif à la note énergétique, à sa performance intrinsèque. Vous m'aviez aussi dit qu'une autre conséquence, c'était que maintenant toutes les annonces avaient un DPE. Bon, alors ça, j'espère que ça fait quand même que ça avait progressé encore avant l'entrée en vigueur du calendrier, mais c'est aussi une évolution qu'on peut noter. Depuis 2021 et l'obligation d'afficher, que le DPE est devenu opposable. Avant 2021, c'était 60% des annonces, donc un peu plus de la moitié des annonces qui affichaient un DPE. Aujourd'hui, on est à 85%. Alors, il y en a encore 15% qui ne les affichent pas. On a tendance à penser que c'est plus une sorte de résidu dans le process, on a envie que des gens qui ont envie de cacher l'information. Mais c'est déjà, quand même, en 3 ans, quelque chose d'assez intéressant d'avoir vu effectivement cette information de plus en plus disponible pour les acteurs du logement. Merci. Thierry Marchand, c'est intéressant, avec cette multiplication des DPE de plus en plus calée, d'avoir une photographie du parc de logements qui permet de mieux peut-être piloter cette politique de rénovation. Alors, tout à fait. Donc, Thierry Marchand, bonjour à toutes et à toutes. Je suis administrateur de la CDIFNEM, je suis diagnostiqueur moi-même, et depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc moi, j'ai pu voir finalement l'évolution du DPE depuis 2006, depuis sa date de sa création. Déjà bien avant la réglementation de la loi climat et résilience, le DPE avait pris déjà une considération, avait pris déjà un effet assez dynamique sur les ventes et sur la valeur verte qu'on appelle valeur verte. Déjà, il y avait une progression, et cette progression s'est amplifiée, mais véritablement amplifiée avec l'application de la loi climat et résilience et les obligations de travaux, parce que je n'utilise pas moi l'interdiction de louer, parce que l'interdiction de louer au sens juridique n'existe pas. C'est bien une obligation de travaux dans le cadre de la décence d'un logement qui s'applique sur les logements G et les logements F. Et bientôt, en 2034, également les logements E. Donc on a une véritable évolution du DPE, parce que cet outil, qui était un outil qui était principalement réalisé sur une méthode dite conventionnelle, c'est-à-dire on calculait tous les murs, les fenêtres, les portes, toutes les surfaces. Donc il y avait un travail qui était fait déjà depuis 2006 sur tous les logements construits après 48. Mais un tiers des logements aujourd'hui sont des logements qui ont été construits avant 48, et avant 48, on utilisait une méthode dite sur facture. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que le DPE aujourd'hui est beaucoup plus technique dans la réalisation et beaucoup plus précis dans sa démarche. C'est un outil extrêmement précis. S'il est bien amendé, s'il est bien intégré, si on rentre bien les bonnes données dedans, on a vraiment une véritable classification des logements. Et donc on a eu cette évolution, et véritablement aujourd'hui on a une influence sur le DPE, sur la vente d'un logement. C'était ce qui était recherché par le législateur, et aujourd'hui on est bien au rendez-vous avec, comme disait Dora, vraiment une incidence sur le prix qui est aujourd'hui extrêmement importante. Sur le point de possibles améliorations de la politique de rénovation énergétique, ce
s'évoquait également, c'était le confort d'été. Bon, en plus, Oui. on est dans une bonne journée pour parler de ça. Ah oui, c'est une lacune. Moi, j'ai milité longtemps pour que dans le DPE, on intègre beaucoup plus la notion de confort d'été. C'est sûr qu'on peut préciser que c'est pris en compte dans la réglementation environnementale 2020, qui est le char réglementaire du neuf. Et c'est vrai qu'en réno, pour En l'instant, on n'a réno, pas difficilement, ça n'a pas été pris en compte parce qu'on a voulu faire les choses relativement vite et on n'a pas pris le temps de prendre en compte ce volet qui est très, très important. On le voit aujourd'hui principalement au Sud-Loire, Loire et Sud-Loire. Les problématiques que je rencontre, moi je fais pas mal de formations avec les audits, avec les thermiciens sur la mise en application du DPE et de l'audit énergétique. Et j'ai beaucoup de retours sur des personnes qui me disent on est très embêtés sur le confort d'été avec des niveaux de chaleur. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil comme aujourd'hui, on a vraiment des problématiques assez importantes. Le DPE là-dessus a pour moi une lacune, et donc c'est des lacunes qui devront dans les années à venir, je souhaite les mois à venir, être remédiées pour améliorer. Le confort d'été est très très important à prendre en compte aujourd'hui dans la démarche de la rénovation énergétique. Et de la même manière, insister sur la distinction maison individuelle copropriété, puisque la rénovation énergétique en maison, je vais dire, on sait faire. Enfin, on a quand même beaucoup d'années d'expérience derrière. Et puis diagnostiquer une maison, voilà. Et puis il n'y a qu'un seul décideur, etc. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est vrai qu'en copropriété, on a toujours du mal, même si là, on peut rappeler les évolutions réglementaires de MaPrimeRénov' au fil des années, mais ça reste un défi, ça, qui est devant nous. Complètement. Il faut bien traiter les deux marchés différents. La maison individuelle, c'est un marché bien particulier, et les immeubles, les logements en copropriété, c'est un autre marché, c'est une autre problématique. La maison individuelle, finalement, on peut relativement sortir simplement pour l'immense majorité du territoire français du G en F en faisant du monogeste. Donc c'est pour ça que la problématique était très, très importante sur ces maisons individuelles, parce qu'en faisant un simple monogeste, on passait juste du G en F, mais on n'avait pas réglé le problème en 2028, parce qu'en 2028, il fallait passer de F à un autre cap. Mais c'est relativement gérable. Je dis dans la majorité des cas en France, dès qu'on est en altitude, dès qu'on est dans des régions plus froides, c'est plus compliqué. Mais ça se gère quand même facilement, sauf si on a des vieilles chaudières au fioul, et là c'est une catastrophe. Mais on a des possibilités. Par contre, en immeuble collectif, là c'est quand même beaucoup plus complexe, parce qu'on embarque la copropriété. Énormément de logements en collectif sont des logements de petite surface. D'ailleurs, il y a une modification des textes, et heureusement, on a beaucoup milité en tant que chambre professionnelle du diagnostic immobilier pour adapter cette réforme aux petits appartements de 40 et moins de 40 mètres carrés, parce qu'on avait un gros problème lié à la consommation énergétique nécessaire pour l'eau chaude sanitaire. Donc ça va être réglé sur le 1er juillet. N'empêche que si le logement n'est pas isolé, n'est pas bien isolé, c'est une passoire thermique, il restera passoire thermique. On ne va pas révolutionner ce qu'on ne peut pas révolutionner. Mais le problème de la copropriété se traite dans sa globalité. Ne peut pas se traiter au cas par cas, logement par logement. Et là, le monogeste, malheureusement, peut avoir une incidence, mais a une très faible incidence sur les passoires thermiques. Merci. Si je continue sur l'idée des points d'amélioration, des dispositifs et de la politique de rénovation en général. Monsieur Hanamayer, vous parliez aussi vous souhaitiez avancer le problème majeur, le problème de confiance des ménages. Quelle réponse vous pouvez apporter, quelle réponse on peut apporter à ce souci? En effet, je le disais un peu tout à l'heure, on a vécu un nouveau stop and go avec la réforme des aides de l'ANA. Je pense que Sachant que la réforme est censée être remise en janvier 2025. Alors tout ça évidemment est très flou pour l'instant, mais c'est ce qui est prévu. Exactement. Donc ça referait un aller-retour. Faire un nouveau stop and go après divers autres stop and go dans les années précédentes. Et ça, je pense que ça aggrave beaucoup la confiance des ménages et la confiance des professionnels de la rénovation énergétique. Nous, ce qu'on propose chez Sonergia, et ce à quoi on croit beaucoup, et il y a eu un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Oreno et qui vise à proposer de la garantie de performance énergétique aux ménages, c'est-à-dire de prendre des engagements, que les professionnels qui font les travaux prennent des engagements, pas uniquement à faire des travaux, mais aussi à ce que ces travaux fassent des économies d'énergie. Ce qui est extrêmement compliqué en maison individuelle, parce que bien sûr il y a l'effet rebond et il y a ce que ne prend pas en compte le DPE, enfin il y a tout l'usage qui est fait par le ménage. Mais voilà, je reste assez persuadé que si on veut traiter le problème grave de la confiance des ménages, du manque de confiance des ménages, il faut passer par des solutions assez radicales et proposer une garantie de performance énergétique aux ménages. C'est une excellente solution et Sonergia veut s'engager dans ce domaine-là. Garantie de performance, en plus il me semble que c'est une des pistes pour la 6e période des C2E, si je ne me trompe pas. Alors ça a peut-être été
Alors, c'est pas complètement une piste. Une garantie, c'est vraiment le professionnel ou un consortium. Nous, en l'occurrence, à travers Oreno, c'est un consortium de 7 organismes. Les certificats d'économie d'énergie, en fait, l'idée, à un moment, ça a plus été de calculer les économies réelles derrière les travaux. D'accord. Et potentiellement de faire une obligation de résultat pour les obligés pour qu'ils éteignent leur obligation que s'il y a vraiment des économies réelles qui sont faites derrière les travaux. Ce n'est pas tout à fait de la garantie de performance, c'est une obligation plutôt de résultat pour les obligés. J'ai en tout cas l'impression que ce type de dispositif est appelé est de plus en plus conseillé par beaucoup de rapports, etc., qui disent que la garantie de performance énergétique, effectivement, on y viendra un jour ou l'autre. C'est vrai que l'avantage, c'est que le ménage investit, prend le temps, c'est des travaux en site occupé, mais il y a une garantie derrière qui est très rassurante pour lui, quoi. C'est ça. Ce que je peux vous dire, c'est que si j'étais ministre, ça serait fait demain. Ah, bon, écoutez. Aussi un point, vous parliez de l'outil Concerto, je pense que c'est intéressant aussi d'en parler, qui permet, je ne sais pas si M. Marchand ou M. Lefebvre souhaiteront réagir, qui permet d'avoir à ce que... vous allez mieux l'expliquer que moi, donc je vous laisse la parole. En effet, Concerto, c'est un outil qu'on a développé chez Sonergie avec le CSCB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, et qui est basé sur la base de données du BDNB qui a été développé par le CSCB, où ils ont à peu près sur chaque adresse de bâtiments résidentiels et tertiaires en France 200 data sur le bâtiment. Et en fait, nous, en se connectant à cette base de données, en posant quelques questions au ménage, on réussit à donner la lettre DPE au ménage. Je ne suis pas sûr qu'elle soit infiniment plus mauvaise qu'un DPE qui est fait sur place. En tout cas, je demande à voir. Et on peut aller même jusqu'à des préconisations de travaux. Alors bien sûr, après, il faut aller sur place pour s'assurer que les travaux peuvent être faits et pour ne pas faire de fausses promesses au ménage. Mais en tout cas, l'idée de l'outil Concerto, c'est d'essayer de davantage faire en numérique ce qui peut être fait en numérique et ensuite en visite physique, parce que c'est précieux et ça coûte cher, tout ce qui peut rassurer le ménage derrière, parce que je ne crois pas un parcours uniquement numérique ou uniquement physique, mais plutôt un parcours digital qui mêle efficacement les deux. Oui, puis ça peut être une accroche pour de potentiels foyers que ça intéresserait, je pense, de faire une évaluation rapide de leur logement où il n'y a pas forcément quelqu'un à faire venir et tout. Ils peuvent avoir une première idée. Donc ça me paraît intéressant. On y croit. En effet, on y croit beaucoup. On croit beaucoup que ça peut permettre le ménage de s'acculturer à sa maison, à sa consommation d'énergie, aux effets de ses comportements sur sa consommation d'énergie. On y croit beaucoup chez Sonergie et on investit beaucoup en ce sens. D'accord. Merci. Monsieur Marchand, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce type d'outil. Oui, il y a cet outil, mais il y en a d'autres aussi qui existent sur le marché avec des outils qui permettent de sensibiliser sur les propriétaires et les occupants de la consommation de leur logement. Le problème, c'est qu'on se base sur des systèmes qui sont sans visite terrain. Alors, c'est valable pour des parcs immobiliers relativement homogènes sur des maisons qui ont été construites dans les années 80, qui ont été un peu isolées, qui sont même déjà isolés. Mais dès qu'on est sur le bâti ancien, ça ne vaut pas du tout, parce que le bâti ancien, vous n'avez pas 4 murs identiques, vous avez un ensemble de murs différents. Donc la caractérisation physique, thermique des logements anciens ne peuvent pas aujourd'hui se traiter par une intelligence artificielle d'une simplicité, parce qu'on a vraiment une complexité sur le bâti ancien, ce qui est moins le cas sur les bâtis des années 80, même des années 70 quand c'est pas isolé. Mais le souci que l'on a, c'est que les propriétaires des logements ne sont pas du tout informés de la qualité intrinsèque de leur logement. Ils ont acheté un logement il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, ils l'ont acheté comme ça, ils ne savent pas du tout ce que les propriétaires précédents ont fait comme travaux. Le diagnostiqueur a un mal de chien à pouvoir déterminer la qualité intrinsèque de la performance des logements, parce qu'il faut qu'on fasse des investigations un peu plus lourdes. Quand on fait des audits énergétiques, il faut faire un peu de sondage. Dans certains cas, il faut que les sondages soient destructifs pour savoir exactement comment le bâtiment a été isolé ou pas. Et donc, ça reste encore de la main de la personne. Un DPE et un audit énergétique aujourd'hui est réalisé en méthode conventionnelle. En aucun cas, on prend en compte les usages des personnes. Et c'est volontaire. On a vraiment besoin de caractériser les logements par rapport à un mètre étalon identique pour quel que soit le mode de vie des personnes. On n'a pas à préjuger du confort de chacun. Si on se chauffe à 22 degrés, on se chauffe à 17 ou 18 degrés, on n'aura pas le même résultat.
Et donc c'est vrai que c'est important d'avoir un outil qui soit fiable, c'est le cas, un outil qui soit réglementairement identique pour tous les citoyens et pour tous leurs logements, et c'est le cas du DPE. Donc ça peut être, ces outils peuvent être utiles pour sensibiliser, ça j'en conçois parfaitement, pour donner envie à l'acte de faire le geste et d'aller chercher de la rénovation énergétique, mais à un moment ou à un autre, il faudra qu'on ait un marqueur fort, et ça reste aujourd'hui le DPE qui est le seul outil qui nous permet de classer le logement et sa performance. Très bien, merci. Monsieur Lefebvre, vous souhaitez peut-être rebondir? On a dit beaucoup de choses depuis vos dernières prises de parole. Donc, Vous avez parlé de comment est-ce qu'on accélère ou on améliore la rénovation énergétique. Il y a trois dimensions. La première a été évoquée, c'est la confiance, et qui passe par la fiabilité des DPE, en tout cas la confiance qu'auront les Français dans le DPE, par de la pédagogie. Est-ce que j'ai intérêt à faire ces travaux de rénovation dans le cadre de mon projet de vente, de mon projet d'achat? Et c'est là où ça commence à être intéressant, puisque quand on parle de 16% de décote aujourd'hui créée par ce contexte législatif entre un bien classé G et un bien classé D, on commence à envisager évidemment le financement de travaux de rénovation avec cette décote. Donc c'est quand même assez intéressant quand on parle de projet d'investissement. Et la troisième chose, c'est aussi la simplification. Sur ces trois piliers, évidemment, l'ensemble des outils, je pense qu'aujourd'hui, en France, on a quand même la chance d'avoir accès à des données, à un parc de plus en plus digitalisé avec beaucoup d'informations. Et donc, évidemment, tous les outils, beaucoup d'outils technologiques peuvent être créés afin d'améliorer ces trois dimensions de manière, en tout cas pour aller dans le bon sens. oui, du point de vue data, j'imagine que vous êtes aussi favorable à ce type de solutions qui peuvent aider. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Comme vous disiez, Franck, il y a énormément de données qui sont aujourd'hui collectées sur les bâtiments. Ces données-là peuvent très clairement être utilisées pour aider à la fiabilisation de ces DPE, guider les ménages dans leur choix de rénovation, les aider dans leur prise de décision qui ne sont pas sans conséquences finalement. Mmh. Très bien, je vous remercie. On a un peu de temps pour parler des législatives. Évidemment, d'un point de vue technique et non politique, ça va de soi. Il va falloir être un peu... Voilà. Il y a pas mal dans les programmes qui sont sortis pour les principaux mouvements, il y a pas mal de propositions, certaines qui forcément, notamment le Rassemblement national qui propose de lever le calendrier d'interdiction. Alors il ne faut pas dire interdiction à la location, vous disiez d'obligation de travaux dans les passoires thermiques. Alors il y a un aspect ZAN, mais ça c'est peut-être moins intéressant dans notre conférence. Il y a des propositions de réforme des aides, que ce soit le parti présidentiel ou du côté du nouveau Front populaire aussi. Est-ce que, comment est-ce que vous souhaitez prendre la parole à ce sujet? Monsieur Hanamayer, vous avez l'air partant. Donc, pour rebondir sur ce que vous dites, oui, il y a plein de choses, mais je vais surtout retenir deux choses. En effet, je ne sais pas si c'est l'interdiction à la location ou si c'est l'obligation de faire les travaux, mais pour moi, c'est indispensable. Faut envoyer des signaux. Si on n'envoie pas de signaux, c'est juste impossible de mettre tous les Français dans le même sens et d'engager des travaux de rénovation énergétique. Ensuite, et ça, c'est une mesure qui en effet oppose plutôt les partis. Moi, j'ai noté 2 partis dans les principaux partis qui sont pour et 2 partis qui sont contre. Après, par contre, il y a quelque chose qui met d'accord tous les partis, c'est la diminution du prix de l'énergie. Alors, la diminution ou le blocage, les 4 partis principaux avec des moyens différents pour diminuer ou bloquer ces prix de l'énergie, mais en tout cas les 4 sont d'accord. Et je ne suis pas persuadé que ce soit un super signal, alors qu'il faille aider les ménages modestes et très modestes à payer leurs factures d'énergie. Enfin ça, j'ai aucun souci. Par contre, il ne faut pas oublier que le signal prix, c'est le premier moyen d'inciter les Français à faire des travaux de rénovation énergétique. Après, on l'a dit tout à l'heure, il faut que les conditions sont réunies. Mais ce qui fait qu'un temps de retour sur investissement est le plus faible possible, ça reste quand même le prix de l'énergie. Et ce qui fait que les Français ont envie de faire envie ou besoin ou l'impérieuse nécessité de faire des travaux d'économie d'énergie, c'est bien le prix de l'énergie. Donc vouloir le baisser à tout prix, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Et on n'a jamais autant parlé de sobriété que lors de la crise énergétique. Alors on peut trouver ça malheureux d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai qu'en présidentielle 2022, il a beaucoup été question de sobriété. Et là, quand même, on en parle beaucoup moins. Je ne sais pas si vous souhaitez continuer le tour de table. Pour continuer ce que vous dites, qui est tout à fait exact,
La problématique majeure, sans faire de politique, c'est quand même avant tout le coût du logement. Le coût du logement, c'est le prix auquel on l'achète, auquel on le loue, et aussi auquel on le chauffe et on le refroidit. Je prends toujours encore également le volet confort d'été, parce que ce confort, on va en avoir vraiment besoin dans les années à venir. On ne peut pas interdire au climat de s'arrêter, de se dérégler. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Donc on doit autant que possible réduire son coût de charge mensuel pour un locataire et son coût de charge mensuel aussi pour un propriétaire occupant. Et le coût de l'énergie, même si on arrive à bloquer, à trouver des systèmes de fiscalité ou de réglementation pour bloquer l'énergie, je ne le crois pas, avec maintenant un petit peu l'expérience que j'ai sur ce type de marché depuis au moins plus de maintenant une trentaine d'années. Je n'ai pas vu l'énergie diminuer. L'énergie reste quelque chose de rare, et donc ce qui est rare est cher. Donc de toute façon, l'énergie, il faut falloir le maîtriser, et pour maîtriser l'énergie, il n'y a pas d'autre solution que de rénover un bâtiment, un logement. C'est la seule solution. Il faut trouver des aides, parce que la plupart des propriétaires n'ont pas les moyens de le faire, donc il faut absolument que les pouvoirs publics participent à cet effort collectif qui est un effort global. Et alors, la loi climat et résilience, elle était peut-être pas parfaite, mais elle avait le mérite d'inciter à la rénovation énergétique des logements en créant finalement un nouveau standard sur le marché. Je vous rappelle que au début des années 70, 50% des logements, 50% des résidences principales disposaient d'un sanitaire privé. Aujourd'hui, il ne nous viendrait pas en tête de louer un appartement sans sanitaire privé. La loi climat et résilience, elle était en train de créer ce nouveau standard énergétique sur le logement, avec potentiellement dans 30 ans, il ne viendrait pas à l'idée finalement de louer une passoire énergétique. Et malheureusement, ce contexte législatif un peu particulier rabat un peu les cartes. On ne sait pas trop où on va. En tout cas, j'espère qu'on continuera à aller dans ce sens de la rénovation. Je pense que quand on voit l'impact du logement dans le réchauffement climatique, il est urgent de continuer en tout cas dans ce sens. Très bien, merci. Et on a quelques minutes pour des questions, s'il y a des questions dans l'Assemblée. N'hésitez pas. Je ne vois pas de main se lever, donc j'ai l'impression... Ah pardon, excusez-moi madame. J'ai les spots lumineux là qui... Oui, bonjour, merci pour ces éléments. J'avais une question relative aux petites surfaces que vous avez évoquées. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Je suis de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement et des transports d'Île-de-France. Par rapport aux petites surfaces qui ont besoin, donc qui ont des DPE G ou F, il y a parfois des personnes qui veulent faire des travaux, mais même avec des estimations, on leur dit qu'elles n'arriveront pas à faire bouger leur DPE vers du D ou du E, même en isolant de l'extérieur. Est-ce qu'il y aurait des possibilités si la copro veut pas, par exemple, ou dans ces cas-là, des personnes qui ont acheté avant que le DPE soit obligatoire ou s'il n'était pas communiqué pour X raison, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller et comment est-ce qu'on peut les orienter? Alors, pour les petites surfaces, le souci que nous avions, c'est la méthode 3CL, qui est une méthode de calcule le besoin de consommation énergétique nécessaire à l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire au besoin de se laver, au besoin que l'on a pour faire sa cuisine, pour laver la vaisselle, etc. Donc c'est le besoin conventionnel de 50 litres d'eau chaude par jour et par personne. Donc quand on est sur des petites surfaces, 50 litres d'eau chaude représente souvent plus de la moitié, voire les 2/3 de la consommation énergétique d'un logement. Donc il est vrai que si le logement est en plus mal isolé, on peut réduire, et c'est ce qui est fait avec le système qui est mis en place au 1er juillet, on va pouvoir réduire, on va pondérer le besoin en eau chaude sanitaire, de la consommation d'eau chaude sanitaire
sur le volet des 50 litres d'eau. Et on va réduire, mais on ne va pas réduire la consommation énergétique nécessaire pour l'enveloppe thermique du logement. Donc là, il faut bien qu'on fasse de l'isolation. Et l'isolation, dans certains cas, c'est difficile, parce que des petites surfaces, là j'ai un exemple en tête où je suis au rez-de-chaussée, vous avez une surface, le sol donne sur un garage qui n'est pas isolé, vous avez un mur en façade qui n'est pas isolé, vous avez un mur dans les parties communes qui n'est pas isolé. Pour un bien qui fait 20 mètres carrés, c'est très très difficile d'avoir une note supérieure au G, voire au F. De toute façon, la note énergétique réelle qui est calculée par le dispositif, et d'ailleurs celle que le locataire ou l'occupant va payer, est rigoureusement très proche. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va avoir un logement qu'on va essayer de sortir de passeur thermique, on va faire des travaux, mais de toute façon le coût énergétique sera toujours le même. Donc il va toujours avoir un coût un peu élevé. Alors il y a un avantage, il y a une loi qui vient d'être votée avant ces événements, qui est la loi sur l'habitat dégradé, la loi du 9 avril de mémoire 2024, qui précise dans ce texte également que maintenant les copropriétaires peuvent faire des travaux sur les parties communes avec l'autorisation de la copropriété, mais peuvent maintenant eux-mêmes isoler. C'est le cas de quelqu'un qui peut être dans comme je viens de vous expliquer, un appartement, un petit studio, un petit appartement. Il va pouvoir lui-même isoler son plancher bas sur les parties communes en demandant l'autorisation à ses frais, et il va pouvoir améliorer la performance énergétique de son logement. Ce qui était avant c'était difficile à mettre en œuvre, mais maintenant c'est aujourd'hui possible, et en plus il peut avoir des aides pour cela. Eh bien merci à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à nos intervenants.